Pour moi, le vrai écolo, il est d'extrême droite et il est sur son terroir et il s'entretient localement et il fait chier personne. Faut pas jeter ma paille n'importe où, sinon elle va finir dans le nez d'une tortue. Puisque le CO2, c'est très vilain et mes activités engendrent du CO2, donc je suis un gros vilain. La culpabilisation qui s'infiltre dans toutes les couches de ta vie et qui fait que peu importe ce que tu es en train de faire, ce que tu veux faire, tu es tout le temps en train de penser à ça. À chaque fois que je respire et que mon cœur bat, finalement j'émets de la chaleur. Quand je respire, j'émets du CO2. Donc, est-ce que je ne ferais pas mieux de me supprimer ? Moi, en tant que petit être humain, j'ai envie de continuer à être heureux et tant pis si la planète crève. Parce que on se fait matrixer en fait à nous dire qu'on doit mourir, etc. et que c'est un putain de génocide organisé. C'est pas écolo de faire des enfants. Et est-ce que tu acceptes de voir que peut-être des personnes qui ont plus de pouvoir que toi ne s'inquiètent pas comme toi ? Je suis gay. 2030, c'est le collapse de tout, etc. D'accord. Si on ne matraque pas qu'on est perdu et que dans 10 ans, on va mourir, est-ce qu'on serait vraiment dans le même trou à rats intellectuel à se dire que tout est fini, tout est foutu et on va crever demain ? Je suis pas sûr. Bonjour tout le monde, je suis Léo. Et moi, c'est Mathilda. Aujourd'hui, on aborde une question très épineuse, à savoir la question écologique, avec pour titre « La transition écologique est-elle le cheval de Troie du nouvel ordre mondial ?» Donc ça fait un petit peu un titre complotiste, mais bon, on va essayer d'aborder quand même beaucoup de sujets et d'expliquer pourquoi on en est venu à choisir un tel titre, qui pourrait aussi être « L'écologie politique est-elle le cheval de Troie du nouvel ordre mondial ?» On va y revenir. Et donc on a mis à plat beaucoup de notes, on a passé beaucoup de temps à essayer d'aborder le plus de sujets possible, mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement long et qu'il y avait beaucoup de points, et c'est un sujet quand même très touchy, dans lequel tous les deux et beaucoup de gens de notre génération ont vécu, pour ne pas dire tout le monde, et qui vient finalement englober tous les sujets de la vie. Donc voilà, c'était un exercice complexe. Finalement, c'est une proposition, on va dire que c'est un essai, je sais pas, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on a donné le meilleur. On a donné le max. Donc le but, c'est que ça dure pas non plus trop longtemps, que ce soit quand même digeste, mais ça peut être des pistes de réflexion. Et moi, j'étais content de ce qu'on avait écrit parce que ce que je disais hier, c'est des choses que j'ai pas entendues forcément ailleurs. Donc voilà, même si évidemment, c'est du recyclage de plein de choses, du recyclage. Bien trouvé, ouais. Voilà. Et la petite DA, vert forêt, importante, couleur verte, petite calebasse verte, petite plante verte. On est au max. Et petite consommation d'énergie avec les lumières. Voilà, donc la transition écologique est-elle le cheval de Troie du nouvel ordre mondial ? Chapitre 1, on voulait parler de nos positions, d'où on vient sur ce sujet, de quelles ont été nos expériences de vie sur le sujet. Je te laisse commencer sur ta position avec l'écologie. Oui, en fait, c'est drôle parce que déjà, on est la génération écolo, genre tous les deux, même si, entre guillemets, on n'est presque pas de la même génération, on a tous les deux baigné là-dedans. Et c'est drôle qu'on se retrouve à faire ce petit podcast tous les deux, parce que je pense qu'on a tous les deux un passif assez lié avec l'écologie. Moi, j'ai grandi, comme tu le sais, dans une famille dans laquelle c'est très important de faire attention à la planète. Ma mère, c'est une... j'ai envie de dire en rigolant, et je sais que ça la dérangera pas, que c'est une écolo-nazie. Elle a pas de voiture, elle fait tout en vélo. On a toujours fait très attention à ce qu'on mangeait. On a toujours mangé local, au marché ou à la Biocoop. Aujourd'hui, je sais qu'elle fait même de la récupération alimentaire, beaucoup. Elle vit avec des poules, elle a un jardin. Son copain, c'est un vélo bricoleur, je saurais pas trop comment dire, mais il récupère des carcasses de vélo et il les assemble, il les répare pour les vendre et pour... que tout le monde fonctionne à vélo. Donc l'archétype de l'écologiste, quoi. Ouais, voilà, elle est végétarienne, pardon. Donc j'ai grandi en mangeant très peu de viande. Et quand j'ai commencé à faire mes courses moi-même, je n'achetais pas du tout de viande parce que je considérais que c'était une mauvaise chose. Enfin voilà, c'est juste pour dire que j'ai vraiment grandi avec la valeur de l'écologie, il faut faire attention. Être une bonne personne, c'est respecter la planète, gérer mes déchets, etc., etc., etc. Et moi, un petit peu pareil. En tout cas, le bon fruit de la propagande, entre guillemets, est-ce que c'est une propagande ? Peu importe, mais en tout cas, de la place médiatique que prenait l'écologie, enfin, la place médiatique que prenait l'écologie dans nos générations, j'en ai été le sujet parfait. Ça a toujours été un sujet. J'ai jamais vécu vraiment en ville quand j'étais petit, j'étais toujours dans la forêt, j'étais toujours quand même au contact de la nature, etc. Moi, en plus, génération pré-internet, voilà, quand j'avais 10 ans, il n'y avait pas d'histoire de poncer un smartphone parce que ça n'existait pas.
Donc voilà, plus on va dire au contact de la vraie vie entre guillemets, et sensible à faut pas gaspiller là, fais pas couler l'eau pour rien, j'en passe, on va de toute façon y revenir. Puis j'ai eu aussi en tant qu'adulte une implication certaine dans le sujet, une fascination, enfin pas une fascination mais un intérêt profond pour les sujets de collapsologie, d'effondrement, d'énergie, etc., à faire de la permaculture chez moi, etc., on en reparlera. Donc voilà, globalement sensible au sujet et les bons petits soldats de l'écologie. Pour le plan quand même, parce que c'est peut-être bien de le dire en fait, finalement, tu vois, on n'a pas, voilà. Bon, en tout cas, on a nos positions. Donc ensuite, de toute façon, je pense que je vais taguer ça, mais on va parler du matraquage médiatique, on va en parler tout de suite, et tous coupables. Est-ce qu'on est tous coupables, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire sentir. On va parler de mon petit coming out, du coup, suite à mes périodes très écolo et où j'en suis aujourd'hui. Ensuite, un chapitre que j'ai appelé « L'homme contre la technostructure ». L'écologie politique n'est pas un humanisme. Bon, là, c'est des grands mots, mais bon, on en parlera plus précisément. Ensuite, l'écologie comme pulsion mortifère, puisque le CO2, c'est très vilain, et mes activités engendrent du CO2, donc je suis un gros vilain. Et enfin, parler de ce thème, donc, est-ce que tout ça n'est pas le cheval de Troie d'un nouvel ordre mondial potentiel ? Parler de mondialisation, etc., etc. Et on essaiera de finir quand même sur une note positive sur que faire là-dedans et avoir une espèce d'écologie pragmatique et positive. Oui, mais pour faire la transition du coup entre le point 1 et le point 2, donc moi mon positionnement et finalement cette notion de matraquage médiatique, moi je dirais que c'est ça qui a vraiment lancé mes questionnements sur l'écologie. C'est-à-dire que j'ai commencé... Quand tu dis questionnement, c'est remise en question. Remise en question, exactement, ouais. Pas mais en vrai, c'est un sujet... non, ça, c'était déjà le cas, parce qu'on a tellement baigné dans ça qu'au final, à 6 ans, t'as déjà des réflexes de dire « faut pas jeter ma paille n'importe où, sinon elle va finir dans le nez d'une tortue ». Genre, moi, je fais partie de cette génération-là qui connaît ce truc par cœur. Mais ce qui est positif, tu vois. Enfin, c'est comme plein de choses aussi de l'école publique ou quoi, finalement, bon... Si tu t'arrêtes là, top, parce que finalement, on n'a du coup pas le même bagage d'éducation là-dessus que tu vois, plein de gens dans des pays du tiers-monde qui n'ont pas le réflexe en fait, d'avoir un emballage, plastique égal ne se dégrade pas, donc je le jette. Finalement, nous, on a eu ça, disons que c'est positif. C'est vrai. Après, bon, on pourrait se poser la question, est-ce que les gens, avant d'avoir cette éducation-là, jetaient les déchets dans la rue ? Je ne crois pas. Non, mais les déchets, ça n'existait pas trop, tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a 500 ans, ça n'existait pas, un vrai déchet qui ne va pas se dégrader. Avant, tous les déchets se dégradaient. Et en ça, souvent, quand j'y repense, je me dis, non, c'est important qu'on ait cette éducation, quand même, tu vois. Et à 5 ans, on ne te saoule pas trop, mais vas-y, t'as compris, ça se dégrade, ça se dégrade pas. Et au moins, tu fais le distinguo. Et voilà, tu sais que tu jettes pas une paille parce que... blablabla. Carrément. Ce qui est finalement déjà complexe, tu vois, à comprendre. Mais une fois que tu l'as encapsulé, et donc nous, on est la génération écolo, effectivement, je te laisse continuer, mais on le sait depuis qu'on est tout petit, quoi. Ouais. Et du coup, en grandissant, bon, je m'intéressais un peu, entre guillemets, à l'histoire, à la politique, etc. J'en parle assez. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible que ce soit le sujet le plus... un des sujets les plus abordés dans les médias et que tu es continuellement en train de parler de ça ? Est-ce qu'on va vraiment tous mourir ? Enfin, il y a cette espèce d'inquiétude qui vient tout de suite. Est-ce qu'on va tous mourir dans 15 ans ? Oui, c'est ça. Est-ce que ça y est, là, il me reste 15 ans à vivre parce que la planète va prendre 5 degrés et que ce sera invivable. Et du coup, là, tu commences quand même à remettre les choses un peu en question et à réfléchir, toi, quel est ton rôle là-dedans ? Et est-ce que tu acceptes de voir que peut-être des personnes qui ont plus de pouvoir que toi ne s'inquiètent pas comme toi ? Il y a l'hypocrisie... des dirigeants notamment, ou des gens qui prêchent la bonne parole et qui se foutent bien de ta gueule finalement. Bon, on va peut-être en parler après. Oui. T'avais un autre truc à dire là-dessus ? Non, mais j'ai juste le petit exemple qui fait que j'ai commencé à me poser des questions sur l'écologie, on va dire, il y a, 4 ans. Et juste, ça me fait rire des fois de retrouver des traces d'articles méga alarmants. Genre un article qui disait qu'en 2016, la Statue de la Liberté aurait les pieds sous l'eau. Et on est en 2025, je crois que ça va. On en mettra 2-3, mais ça, et puis 2025, ou j'en sais rien, mais des dates comme ça qui finalement, ça y est, on est en plein dedans, où il y a 25-30 ans, c'était à telle date, plus 8 mètres, plus 40 degrés, ce que tu veux. On va essayer d'en sortir le maximum. Et ce que je te dis souvent, c'est là, ça y est, on est en 2025, bientôt 2026, bientôt 2030.
Bon, en 2030, a priori, on pourra encore respirer quand même, voilà, même si, sans nier le fait que, effectivement, la pollution, c'est pas cool, c'est bien d'avoir un environnement clean, on est tous d'accord. Pour autant, voilà, finalement, l'océan, on parlait de ça, de Biarritz, Osgore, Lacanau, ce que tu veux, ça va, en fait, on voit que les plages réduisent, ça va, voilà, il n'y a pas 1 mètre, alors qu'on va arriver en 2030, et en 2030, il y a énormément, finalement, de scénarios qui te disent que ce sera plus 1,50 m, etc. Il faut qu'on en trouve des refs qui annoncent des trucs délirants, mais parce que finalement c'est de la presse, parce que finalement c'est du média, ça fait du clic, et voilà. Mais nous on a été biberonnés à ça, et on y reviendra aussi après, mais sur le truc qu'on disait, quand je reçois une information qui vient d'un média, moi je le reçois comme un petit humain sensible, alors que eux potentiellement c'est juste une espèce d'opération on va dire marchande, où moi j'ai besoin de vendre du clic, tu vois, c'est un business. Moi je le reçois en me disant mais c'est vrai en fait, les pingouins sont en train de mourir et tout, c'est terrible. On va en parler après. Bon, matraquage médiatique, tous coupables. Moi j'avais le sujet de l'aspect l'omniscience des médias moderne et le fait que maintenant l'hégémonie médiatique avec les nouvelles technologies, etc., fait que l'information est tout le temps accessible, elle est de partout et elle a accès à tout événement, en tout lieu, en toute géographie, en tout temps, etc. Et que donc, je peux installer n'importe quel narratif que je veux puisque j'ai accès à tous les événements. Maintenant, j'ai plus qu'à choisir dans ce nuage d'informations ce qui va servir un narratif X ou Y. Okay, et que du coup, s'il y a eu une tempête à tel endroit à une période de l'année où c'est pas potentiellement possible, et là je peux bien appuyer dessus et dire que vous voyez ça c'est pas normal. Je peux faire ça avec énormément de choses, et donc finalement ça me permet très rapidement d'installer un narratif qui est pas forcément réel, et en comparaison, tout ce que je suis en train de dire, en comparaison avec il y a 100 ans où un journal même international qui couvre l'actu internationale pouvait à aucun moment se permettre de parler de tous les sujets ou de voir le moindre fait divers dans n'importe quelle banlieue de n'importe quelle ville du monde. C'était absolument pas accessible, et donc l'information devait cristalliser sur les informations les plus importantes, les plus vraies, tu vois, parce que finalement c'est elles qui émergent, on va dire, de la foule d'événements qui se produisent, et donc c'était quelque part peut-être beaucoup plus facilement des vraies informations. Ce qui devient de plus en plus discutable. Oui, en tout cas, on attendait qu'il y ait plusieurs relais de cette information avant que ça arrive dans les journaux, alors qu'aujourd'hui, à partir de la première fois où tu vois l'événement, ça y est, c'est une info. Et surtout, les journaux publient des informations et soit les renient 2 jours après, soit d'ailleurs ne le font même pas. Oui, ils font pas de mea culpa. Du coup, juste t'as des fausses informations qui circulent et c'est pas grave, et c'est pas un problème, quoi. C'est vraiment c'est même pas un sujet. C'est quand même fou. Finalement, j'avais pas noté, je crois, là, dans le nouveau plan, mais il y avait ce truc de... dans les médias, t'entends canicule, attention, vous voyez, c'est le réchauffement climatique. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais bien sujet à recevoir ce genre de news. Et, ah oui, effectivement, là, ça y est, là, il fait 41, tu vois, normalement, c'est pas possible, etc. C'est le climat. Et ensuite, quand des Pascal Pro ou des gens qui sont complètement de l'autre côté, on va dire, de la barrière, te montrent que, en fait, on est le 5 août et qu'il pleut et qu'il fait 18 degrés, et ben là, tous les ayatollahs du climat t'expliquent qu'en fait, il comprend pas la différence entre la météo et le climat. Mais moi, c'est récent, tu vois, que vraiment ça me choque en mode, mais attends, c'est exactement le même propos en fait. Oui. Là, tu dis qu'il fait chaud et tu dis que c'est le climat, et quand l'autre il te dit, mais il fait super froid, tu vois, tu nous parles de nanan, mais tu comprends pas la différence avec la météo. Vous parlez tous les deux de météo en fait. Ouais. Et ils t'expliqueront quand même que oui, mais non, parce que tendanciellement, les jours chauds augmentent plus, etc. D'accord. Toujours est-il que sans accès aux médias, est-ce que vraiment t'aurais dit que le climat est en train de complètement de partir en sucette, etc. C'est une bonne question. Ce dont on parle en ce moment des fois là. Ma take, il faut que j'arrête de dire ça là, je supporte pas. Ma position, mon avis, c'est que si je suis entièrement coupé des médias sociaux, des médias mainstream, de la télé, etc., je n'aurais que très peu remarqué un changement climatique. Et le truc majeur étant, l'été, il y avait un petit peu de neige. Maintenant, l'été, il y a un moment où il n'y a pas de neige sur les montagnes, parce que nous, il y a des montagnes là autour. Donc, dans les Alpes, je le vois, etc.
Peut-être que l'été, je me serais dit, tu te rends compte, il fait plus chaud, mais j'ai vraiment pas l'impression que je me serais dit quelque chose. Et quand tu lis plein de choses aussi, d'écrivains du 18e, 19e ou quoi, qui te parlent de l'été, tu ressens que c'est la même pression, tu vois, et qui parlent des blés, tu vois, secs, que tout est désœuvré, tu vois, en plein août et tout, qu'il fait beaucoup trop chaud, tu peux pas t'exposer au soleil, etc. Bon, mais par contre, ouais, l'hiver est plus doux. Bon, voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est grave ? Dans nos vies, non. Mais en projection mentale insufflée surtout par l'empire médiatique, on se chie dessus. On se dit que c'est le désastre dans 10 ans. Ouais. Voilà, peut-être que c'est le cas. Mais si c'est le cas, c'est peut-être quand même pas la bonne approche. Enfin bref. Tous coupables. T'avais encore un truc ? Moi, j'ai l'aspect voyage, nourriture, eau, etc. Oui, je pense que c'est ça. C'est la notion de la culpabilisation qui s'infiltre dans toutes les couches de ta vie et qui fait que peu importe ce que tu es en train de faire, ce que tu veux faire, tu es tout le temps en train de penser à ça. Enfin, moi, on en avait déjà parlé, mais on a vraiment cette petite voix limite dans la tête. T'ouvres le robinet, faut pas que ça coule trop longtemps. Tu montes le chauffage, faut pas que tu chauffes trop parce que tu utilises trop d'énergie. Tu fais tes courses, tu achètes pas de viande parce que... mais le bœuf, c'est ce qui produit le plus de CO2 à produire, etc., etc., etc. On a des milliers d'exemples et Enfin, je sais pas, mais c'est un sujet qui revient toute la journée, tous les jours de l'année. Que tu sois en vacances ou pas, que tu sois en train de faire une activité sportive ou pas. Ah, pas dans les médias, tu veux dire dans ta tête, en mode dans ta tête, truc, la petite voix, quoi. Ah, quand même, j'ai un trou dans mon pantalon, faut que je choperais bien un nouveau pantalon. Ah ouais, mais attends, t'abuses et tout. Non, mais va trouver un pantalon par terre, en vrai, au moins, ce sera plus... Ouais. Ou va à Emmaüs, ouais. Et les gens qui vont te faire la morale là-dessus s'achètent avec 10 000 euros d'argent public 4 pantalons par mois à plus de 300 euros pièce. Bon. Mais c'est vrai. Moi, j'ai un pantalon par an maximum. Et du coup, ouais, donc moi, je suis aussi sujet à ça de ouf. Dès que je vais me laver les dents, dès que voilà, je me dis ah non, mais là, l'eau, ah mais mon Dieu, etc., etc. Alors que on aurait peut-être pu aussi m'éduquer que quand l'eau, elle tombe dans l'évier, elle ne disparaît pas. Bon, elle reste dans un circuit. Est-ce que c'est réellement dramatique que là, en étant en Occident, avec un circuit d'eau potable, etc., c'est dramatique que de l'eau claire passe dans l'évier, aille finalement dans une station d'épuration et quelque part dilue les différentes choses qui se retrouvent dans le circuit, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Si tu fais couler dans ton évier que de l'eau sale ou de l'eau avec des produits même pour te nettoyer, etc., peut-être qu'elle est beaucoup plus difficile à nettoyer qu'en étant diluée avec de l'eau claire. Enfin, je sais pas, peut-être c'est une énorme connerie, mais j'ai jamais entendu ça, donc ça peut être intéressant. Toujours en étant dans le cadre que, oui, coupe l'eau, enfin tu vois, ne la laisse pas couler, d'accord, mais de là à être 100% coupable et se dire, mais je suis vraiment la pire ordure parce que j'ai oublié l'eau 10 secondes et que j'ai un peu trop passé d'eau chaude, tu fais pas un monde avec ça, quoi. Et notamment, tu règles pas le problème avec autant de culpabilité dans tous les recoins de ta vie, quoi. Ça, c'est sûr. Et ensuite, c'était du coup la repentance à tout prix, c'est que cette culpabilité, elle est tellement finalement infligée à tout le monde que tout le monde a envie de se confesser ou de trouver sa repentance quelque part. Enfin, après, c'est peut-être un peu chrétien, ce truc, mais bon. Je pense que c'est dans notre culture, en tout cas, de fonctionner comme ça. D'autant plus, d'autant plus en mode occidental, t'as ce truc de faut que je me repentisse, etc. Comme on peut le voir avec les trucs aussi de les blancs par rapport à blanc versus noir entre guillemets, mais sur l'aspect on a été des colons, il faut à tout prix qu'on s'excuse de tout, etc., et des gens qui sont à 100% là-dedans et qui veulent renier leur propre vie parce qu'il y a 400 ans il s'est passé quelque chose qui est complètement hors de leur portée et qu'eux ils ont toujours respecté n'importe quel Renoir qu'ils ont vu dans la vie, qu'ils n'ont jamais eu aucun problème, etc. Mais voilà, il faut à tout prix se repentir d'une manière X ou Y. Mais c'est intéressant parce que justement cette envie de repentance, elle fait vraiment que tu te soumets à n'importe qui te promet de t'absoudre. Ouais. C'est-à-dire que tu vas accepter n'importe quelle règle, n'importe quelle nouvelle réforme, juste parce que ah oui, mais je suis une mauvaise personne et cette personne va faire de moi une meilleure personne, donc je l'écoute et je fais tout ce qu'elle me demande. Et voilà, je voulais absolument placer mon petit exemple du compteur Linky parce que moi, ça m'avait choquée quand j'avais emménagé à Bordeaux et que je devais avoir ce compteur Linky absolument, juste parce que maintenant tout le monde sait ce que c'est, c'était plus choquant en 2010 que maintenant. Mais c'est des compteurs connectés qui surveillent minute par minute ce que tu consommes en énergie et qui peuvent être coupés de loin. Ça, t'es sûr, ils peuvent être coupés à distance ? Ouais, en cas de force majeure ? Ouais. Et
Et on pourrait se dire, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils surveillent ? Tout le monde s'en fout de ta consommation d'énergie. Oui, évidemment. Mais en fait, tu n'as pas le droit de dire non, parce que sinon, ça te coûte plus cher d'installer un autre type de compteur. En plus, EDF, c'est le seul producteur d'énergie, c'est mal dit. Oui, mais bon, globalement. Mais on a déjà parlé, il y a d'autres fournisseurs. Maintenant, le marché a été ouvert, etc. Oui. Mais je t'ai déjà dit, même EDF, qui finalement, en tant que filiale publique, pour ce qu'elle est encore publique, doit carrément vendre potentiellement de l'électricité à perte à des fournisseurs privés. Oui, bon, c'est un peu affligeant. Disons que le problème a aussi changé dans cette direction-là. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, si tu voulais pas avoir ce compteur-là, parce que moi, j'avais posé la question en étant à Bordeaux, on m'avait dit que ça coûtait plus cher et que ce serait compliqué et que ça servait à rien, etc. Mais c'est juste que tout le monde accepte tous les changements qu'on leur donne juste parce que, typiquement, ce compteur Linky, oui, mais c'est bien de contrôler votre consommation d'énergie. Vous allez faire des économies et surtout, c'est mieux pour la planète. Et tu fais tout passer comme ça peut être n'importe quoi. Demain, qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis, voilà, praticité, simplicité. Et en plus, vous pouvez économie, vous allez faire des économies parce que machin. Ok, je sais pas, il y a peut-être d'autres moyens de faire. Non, n'en parle pas. Parce que moi, Linky, j'avais vu comme ça et ça m'intéresse moyennement. Enfin, en vrai, je suis d'accord que c'est scandaleux de au moins pas pouvoir choisir d'avoir un truc classique et d'avoir de la responsabilité de toi, de savoir que tu gères ton truc et personne n'a envie de cramer un max d'énergie pour payer 200 balles par mois. Voilà, tout le monde a envie de réduire ce truc-là. Donc, c'est ça qui est fou. Parce qu'on dirait que on nous présente le truc comme si tout le monde essayait de jouer un jeu où il essayait à tout prix d'être un chien et de tirer. Non, je connais personne qui fait ça. Ouais. Bref. Et en tout cas, c'est un peu comme le traitement pendant le Covid sur l'aspect. Mais vous avez vu ces gens qui sont contre le vaccin ? C'est absolument les horreurs, tu sais. Bon, moi j'ai juste vu ça de loin, tu vois, parce que j'étais un golem et que je me disais bon ouais, mais bon voilà, oui mais le consensus scientifique, oui mais machin. La seule chose que j'ai vu, c'est du foutage de gueule de ces gens en mode mais regardez, c'est complètement des crétins. Linky, j'ai vu la même chose, tu vois. Si je repense à la couverture médiatique qu'il y a eu, les vagues choses que j'ai vues, c'était regardez ces espèces de rats complotistes de merde. Ils sont trop cons, regardez, ils comprennent pas que c'est méga pratique et que c'est machin. On en reparle en 2035. Voilà. Oui, et puis peut-être qu'en effet, je tire l'alarme du complot alors qu'il n'y a absolument pas besoin, mais c'est juste que, ne serait-ce que tu n'as pas le droit de choisir. Genre oui, ça se trouve c'est plus efficient, mais si moi je considère que c'est plus pratique pour moi d'avoir par exemple une machine que je ne comprends pas chez moi, j'ai le droit. En fait. Ou alors il faut qu'on m'explique clairement pourquoi c'est installé, mais pas juste qu'on me dise oui mais vous allez faire des économies et respecter la planète. Ça m'explique pas comment ça fonctionne. Et là où c'est tout de suite effectivement complotiste, c'est se dire que potentiellement aujourd'hui c'est effectivement anodin, c'est juste c'est pas grave, etc. Une fois que tu as ta carte d'identité qui est intégrée dans ton portable, que tu es obligé de l'avoir en numérique, qu'elle est connectée à ton Linky, qu'elle est connectée à ta voiture, qu'elle est connectée à tout ce que tu veux de numérique que tu peux manipuler, on verra. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Basta sur l'aspect matraquage médiatique, etc. Mon coming out. Je suis gay. Ok. Bon, j'ai mis le coming out de Léo, 30 ans de perdu. Bon, on va aller vite, mais en gros, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été un bon pion de ces sujets-là. Bon, je le dis de manière péjorative, mais bon, peut-être qu'il ne faut pas. En tout cas, c'était un sujet pour moi qui était majeur, et peut-être que tout passait aussi par ce filtre-là, mais finalement, avec le recul du fait de cette culpabilité infligée de force, et étant une bonne éponge à recevoir cette pression, quoi. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont la tête beaucoup plus dure et qui, de base, non, ça rentre pas en eux, tu vois. Toi, le Covid, c'était compliqué que ça rentre dans ta tête et que tu sois en mode, oui, bien sûr, je vais me conformer, etc. Moi, j'étais complètement malléable à pouvoir le faire, comme énormément de gens. Donc, j'ai mis implication, donc j'étais très impliqué sur le sujet, et quand j'avais 25, 26, 27, 28, 29, peut-être, jusque-là, je faisais attention à beaucoup de choses. Enfin, je sais pas, je me lavais moins, je faisais de la permaculture chez moi, je consommais local beaucoup plus. J'ai eu des périodes où j'allais jamais dans un supermarché. Je sais pas si j'avais déjà dit ça. Pendant genre 1 an, j'ai pas mis les pieds dans un supermarché quand j'avais genre 25 ans. Juste, j'allais au marché, etc. Je prenais un peu de poulet là-bas, mes légumes, mes trucs. J'avais un mec qui distribuait dans la vallée des cagettes, etc. Globalement, j'avais plus à aller dans un supermarché pendant super longtemps. Bon, ce qui est quand même
Ce qui devrait être la base, bien sûr. C'est le goal. Je m'en veux que ce soit pas tout le temps comme ça. Ouais. Mais tu te fais avoir aussi par d'autres trucs de la vie et tout. Mais ça rejoint d'autres sujets où on dit mais pourquoi c'est pas de la politique publique de faire en sorte que ça ce soit facile en fait et que ce soit encouragé. Et accessible. Alors que c'est pas du tout ça qui est encouragé, c'est plutôt du Aldi ou Lidl ou je sais pas. Mais il faut faire l'effort conscient de se dire non, je vais aller récupérer de la bouffe locale. Voilà, ce sera pas facile d'accès forcément. Faut juste que je le fasse. C'est totalement faisable, mais il faut prendre le temps, il faut s'y intéresser. Et c'est pas sur France 2 ou France Info qu'on va te dire petit rappel, lorsque vous voulez consommer local, vous avez tel site sur lequel vous retrouvez par département tous les trucs faciles d'accès sur lesquels vous pouvez réserver et tout. Putain, ce serait une initiative publique de ouf. Ouais, ce serait incroyable. Donc bref. Puis ensuite, un petit peu la désillusion du fait de plein de choses. Notamment, il y a un petit peu, ça joue un petit peu dans la balance, il y a trop de sujets, de toute façon, je ne vais pas m'étaler, mais la désillusion de l'hypocrisie des gens qui te tiennent des grands discours, etc. Donc moi, j'ai noté un peu, bon, c'est un peu de la diffamation, mais voilà, Aurélien Barraud, Éric Piolle, Marine Tondelier. Aurélien Barraud qui, en 2018 ou quoi, quand il passait sur les plateaux de télé, roulait en Ford Mustang, peut-être à 20 litres au 100 à côté. Bon, bah, c'est un petit peu gênant. Alors lui-même, je sais qu'il est pas fier, etc. Mais bon, c'est quand même, tu te dis, ok, moi j'ai jamais roulé en Ford Mustang, hein. J'ai jamais eu une voiture qui consomme, voilà, j'ai jamais voyagé 3 fois par mois, etc. Bon, mais ces gens-là le font. Bon, mince, moi je reste enfermé chez moi, j'essaie de pas beaucoup bouger, d'avoir une consommation de CO2 nulle, etc. Finalement, je m'en rends pas forcément compte, mais ça empiète sur mon bonheur, sur ma capacité de mouvement et d'avoir même ne serait-ce que de l'espoir et tout sur ma vie. Bon, et ces gens-là, ils se foutent de ma gueule en fait. Bon, voilà, c'est pas pour être contre Aurélien Barraud, mais moi, c'est des trucs qui m'avaient choqué. Éric Piolle, maire de Grenoble, qui se veut énorme écologiste, etc. Mais finalement, où se passe... comment se traduisent les politiques écologistes qui sont censées être bénéfiques aux humains. On en viendra après sur en quoi ça n'est pas un humanisme, sachant qu'en fait, il y a des politiques écologistes qui se mettent en place, ok, moi je le constate, d'accord, ok, au détriment des gens finalement, au détriment de l'être humain. Donc quel est le but, quoi, finalement? Soit il faut s'expliquer à ce niveau-là, soit il faut arrêter de se vêtir de vertus écologiques, parce que finalement ça fait pas écho correctement avec les gens qui vivent dans le monde. Et bref, voilà, 1 milliard de personnalités comme ça qui peuvent être un petit peu agaçantes à avoir des discours de vertus complètement finalement déconnectés, parce que ce sont tous aussi de grands bourgeois finalement, mais ils te l'expliqueront jamais. C'est un peu agaçant. Et puis j'ai mis bras armés du néo-communisme. On va peut-être pas aller super profond là-dedans, mais voilà. Jean-Marc Jancovici, bon, toi tu connais pas forcément trop, mais voilà, c'est quelqu'un de très carré et qui a beaucoup moins cette vibe, on va dire, gauchiste dans le discours, qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus technique, etc., que j'ai beaucoup suivi et apprécié. Et même en fait maintenant je suis perdu par rapport à ces gens-là, parce que je me dis encore une fois, qu'y a-t-il pour les gens, tu vois. Et finalement, lui aussi, son business, c'est de vendre aussi, tu vois, de l'audit, des prestations autour de la décarbonation, etc. Donc, c'est aussi toujours dans des intérêts qui le concernent, etc. Je remets pas en cause la bonne volonté de ces gens, hein. C'est quand même un travail de ouf, mais je suis perdu quand même quant à la pertinence de qu'est-ce qu'il y a pour ma vie, tu vois, si j'ai envie d'être... égoïste. Et donc à la fin j'ai mis besoin d'honnêteté et de donner de la force. C'est que dans tout ça, dans tous les moments de ma vie où j'ai été le plus investi, j'ai aussi fait de la musique pour un documentaire sur l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, etc. J'ai toujours pas vu, mais je vais le regarder. Bref, voilà, même si j'ai été impliqué et qu'aujourd'hui je ne le suis plus, je me dis que je n'en tire finalement pas grand chose de tout ça, parce qu'il n'y a aucune vitalité en fait là-dedans. Il n'y a pas de positivisme, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance qui émerge de ça, et qu'on ne changera pas les choses sans vitalité et sans comme je te dis souvent, c'est faire les choses dans l'allégresse, tu vois, être positif et se dire ok, j'ai la foi, je crois en l'avenir, donc je fais les choses. Le sujet même de tout ça, c'est de te brûler ton avenir en te disant il n'y a pas d'avenir. Donc à quoi bon, et puis ça en reviendra aussi après, mais à quoi bon avoir un enfant, à quoi bon t'investir, à quoi bon, etc. Puisque de toute façon 2030 c'est fini, tu sais. Donc à quoi bon. Et c'est intéressant que tu aies utilisé le terme communisme il y a 1 minute là, parce que selon moi le communisme est ce qui fait que
que vraiment je n'apprécie pas cette manière de penser, c'est aussi que ça tue toute initiative personnelle et toute envie d'entreprendre, de s'extirper de sa condition, de tenter des choses, d'être actif. Bah, ça meurt dans l'œuf parce que c'est le groupe avant toi. C'est un peu le principe. C'est un collectivisme. Voilà, si je vulgarise vraiment. Et en fait, typiquement, ce genre de culpabilisation autour du thème de l'écologie et de la transition écologique, bah, ça fait vraiment que oui, c'est mieux si t'entreprends pas, c'est mieux si juste tu restes dans ta maison, que tu voyages pas trop. Enfin bref, tu viens d'en parler. Et je trouve que l'exemple il peut être pertinent même pour toi qui a ta boîte, où t'es tout le temps en train de... Bah, vas-y, vas-y. Enfin, t'es tout le temps en train de remettre en question les décisions que tu prends par rapport à ta boîte en te disant oui mais bon ça je sais pas ce matériau c'est pas top de l'utiliser. Là je fais venir peut-être des accessoires d'Asie, ben est-ce que je serais pas un immense fils de pute. En fait si c'était possible de le faire en France, si c'était accessible, si c'était possible financièrement, tu le ferais, c'est à peu près certain, parce que juste ce serait même peut-être plus simple, enfin je sais pas, mais c'est pas possible. Donc d'une certaine manière... C'est le cas de presque tout le monde, hein. Si on te dit maintenant c'est la même chose, c'est 10% plus cher mais ça vient de France, les gens 80% sont des gens font le switch, et t'es content. Donc d'un côté on te maintient la tête sous l'eau en faisant en sorte que tu puisses pas vraiment entreprendre en France et que tu sois obligé du coup de passer par des circuits non écologiques, et d'un autre côté on te rabâche la tronche de te dire que si tu passes par ces circuits-là, tu es une mauvaise personne. Donc évidemment, les gens n'osent pas entreprendre. Quoi. Ouais, ok. Et bon voilà, pour moi, c'est vraiment ce truc de vitalité. J'avais un truc que je voulais dire, mais je sais plus. Voilà pour le coming out. Chapitre 4. Oui. Donc l'homme contre la technostructure. Ouais. Micro-macro. Moi, j'ai noté. Vas-y, on peut commencer par ça. Bah, je t'en prie, c'est vraiment toi qui... ok. Bah, moi, j'ai l'écologie politique n'est pas un humanisme. J'attaque avec ça parce que ça reboucle là avec ce que j'ai dit juste avant, mais c'est que l'écologie politique n'est pas de l'écologie pragmatique de tous les jours, et l'écologie factuelle, pour parler aussi de politique, j'ai l'impression, voilà, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que l'écologie politique est fondamentalement de gauche, et en plus elle est interdite d'être autre chose que de gauche, voire d'extrême gauche, là où l'écologie pratique, l'écologie du quotidien serait de droite en fait. Et si tu prends le plus grand des identitaires qui serait catégorisé par France Inter d'ultra-droite et de néo-nazis, etc., c'est quelqu'un qui a envie de cultiver sa terre, de connaître les gens autour de chez lui, tu vois, de prendre soin de son terroir, etc., d'être tranquillou, et de recycler ses vieux branchages, de mettre du fumier qui vient de ses bêtes dans son champ pour avoir des terres fertiles, de cuisiner, de faire pousser des purs légumes, de les bouffer tranquillement en autonomie. Voilà, et ça c'est l'écologie pratique, et ben c'est plus que propose la gauche. Peut-être que ça a été un jour le cas. En tout cas, 2025, ça fait longtemps que c'est finito, et que c'est que de la démagogie, etc., etc. Et donc en cela, l'écologie politique n'est pas un humanisme, c'est-à-dire qu'elle n'offre rien pour l'épanouissement finalement de ta vie, ma vie, la vie de nos amis, de ta famille, de ce que tu veux. Et ça reste quand même à toi de te débrouiller et de faire le choix conscient de te dire je préfère consommer comme ça que comme ça, je vais faire ci plutôt que ça. Mais finalement, c'est toujours ça qui finira par primer dans ta vie. Donc nous rabâcher de l'écologie dans la sphère politique, je n'ai pas l'impression que cela amène une quelconque vitalité, j'ai envie de redonner le mot, mais c'est pas ça, mais amène quelque chose de positif à l'intérieur de la vie des gens, tu vois, dans les foyers, etc. Carrément. Et c'est intéressant parce que, en fait, on dirait que les messages qui sont donnés dans les médias, dans les journaux, etc., c'est pas de dire aux gens on a trouvé la solution pour sauver la planète, c'est de dire aux gens vous avez remarqué que vous étiez complètement con et que vous faisiez ça, ça, ça et ça et que ça détruisait la planète. Genre c'est continuellement ce discours-là. Il y a même pas de discours vraiment de sens commun, de dire enfin je sais pas, mais les agriculteurs par exemple sont pas du tout protégés et pris en compte dans cette transition écologique, alors que d'une certaine manière, c'est les plus importants. Et c'est ceux qui sont le plus proches de ça, parce que c'est eux qui connaissent le mieux la terre, le système, l'homme contre la l'écosystème. technostructure, je reviens sur le titre, mais les paysans, etc., sont écrasés par la technostructure. Pour nous, par exemple, technostructure européenne, qui ne les concerne absolument pas, et dans l'équation, ils se font éliminer, finalement. Ouais. Ce
qui est insupportable. Et du coup, on lit des articles, enfin moi j'ai des articles en tête, là je vais pas être capable de les ressortir comme ça, mais où vraiment j'ai l'impression qu'on me dit que attends, mais Mathilda, t'as réfléchi au fait que si tu prends un bain au lieu de prendre une douche, en fait t'es en train de détruire la planète et d'être complètement égoïste, et que de l'autre côté de la planète il y a des gens qui meurent de soif et qui n'ont pas d'eau, et que toi tu accentues ça. Oula, ok, vas-y, je vais prendre une petite douche rapide, peut-être de l'eau froide, je sais pas. Ou demain, on verra. Non, je crois pas être débile en vrai. Je pense qu'on pourrait m'expliquer des choses peut-être un peu plus profondes et me proposer une alternative à la fin du monde, par exemple. Autre que 2030. de me faire culpabiliser, quoi. 2030 finito. Peut-être, ouais. Mais micro-macro, du coup, ça rebondit là-dessus. Ouais. On te fait parvenir via les médias, et on reçoit tous via les médias, notamment mainstream, et sans parler de la télé, des informations X ou Y qui vont nous dire que tout ce que tu viens de dire, voilà, c'est pas bien, tu dois faire ça plutôt que ça. Il y a l'ADEME, je crois, c'est un truc comme ça, là, un truc de l'État, tu vois, qui sort des circulaires sur comment tu dois gérer tes achats de fringues, comment tu dois gérer la température de l'eau, la température de chez soi, etc. C'est un peu effrayant. Peut-être qu'ils ont des très bonnes raisons de faire ça, parce que les gens sont incapables de se gérer, je sais pas, tu vois. Bon, c'est un pari. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont capables de se gérer et qu'ils peuvent entendre que, bah voilà, on fait tous un effort, etc. Et on n'éduque pas quelqu'un en lui faisant apprendre des formules par cœur. Ça, c'est un vrai truc. Ah ouais ? Je pense pas. On éduque quelqu'un en lui apprenant à réfléchir. Peut-être que c'est trop optimiste, hein, à l'échelle d'un peuple et tout, mais bon, c'est pas notre métier, on fait pas de gestion politique, gouvernementale. Ouais. Non, mais bon. C'est vrai. Pas encore, mais bientôt. Donc, pas vrai. En micro-macro, donc c'est ce que je veux dire, c'est parce que là on explique comme si c'était compréhensible. Moi j'avais écrit micro-sentiment versus macro-géopolitique. Les médias te font parvenir des messages. Ces mêmes médias ont des intérêts qui ne sont absolument pas les tiens en tant que petit être humain. Okay. Souvent ça découle d'enjeux géopolitiques, de choses qui sont complètement au-delà de ton spectre d'action et même de compréhension, tu vois. C'est des enjeux qui te dépassent complètement, entre des nations, entre des intérêts financiers, économiques, etc., etc. Voilà. Et finalement, c'est ce conglomérat, ce complexe, c'est pas militaro-industriel, mais bref, ce complexe médiatique global te fait parvenir in fine des petites infos dans ta petite tête via ta petite télé, qui peuvent être extrêmement accusatoires, qui peuvent être toujours dans le négatif, dans la culpabilité, encore une fois. Et toi, le micro-sentiment, toi tu les reçois ces trucs-là comme un petit être humain sensible, et tu te dis pas que non, mais c'est simplement une entreprise médiatique qui est en train de diffuser des messages parce que finalement ça l'intéresse. Toi tu te dis que tout le monde est de bonne foi, les journalistes sont de bonnes personnes comme tout le monde, les scientifiques également, tout le monde est de bonne foi, etc., etc. Ce qui est peut-être le cas. Sauf que la technostructure, je reviens à ce truc-là, dépasse les petits intérêts, les petites bonnes volontés de chacun. Et donc moi, quand je reçois des informations, je suis triste, je me chie dessus, je m'en veux. On me dit que les phoques ils sont en train de mourir, il est en train de se passer telle chose à 10 000 km de chez moi et c'est absolument terrible. Je peux pas le vérifier, mais finalement je le prends en tant que tel. Et donc je suis accablé, etc., etc. Et on se fait matraquer depuis 35 ans de choses comme ça. Donc micro versus macro, la bête macro géopolitique qui... pour faire plus simple, je traduirais ça par les médias, voilà, avec un grand M, viennent se heurter à ta petite sensibilité de toi qui fais ta petite vie, avec tes petits problèmes, ton quotidien, etc. Et tu prends peur et tu te fais écraser par ce truc-là. Donc la sortie de ça, ce que je veux dire, c'est méfiance face aux médias, tout simplement, pour le dire de manière très bête. C'est peut-être un peu trop compliqué pour dire quelque chose de simple. En tout cas, voilà. Est-ce que toi, tu as un autre truc à dire sur ce sujet? Non, je ne crois pas. On passe à la suite au thème d'après, je pense. Ouais, donc l'écologie comme pulsion mortifère, ou comme négation, ou comme antithèse de la vie, j'ai mis, comme dirait Nietzsche. Ouais, c'est joliment dit. C'est pas genre tu connais... Bah tu m'en parles souvent, donc à force, ça va. Mais la citation de base, c'est la notion de Dieu a été inventée comme antithèse de la vie. Ok, je déteste cette citation. Bon, avant, j'étais bien aligné avec, mais maintenant, je suis plus trop sûr de ce qu'il cherchait à dire avec ça. Ok. En tout cas, bref, l'écologie comme pulsion mortifère ou comme négation de la vie. Tu veux parler du petit schéma ? Allez. Enfin, je sais pas si je l'ai de manière aussi claire que toi. Moi, j'ai écrit directement CO2 égale collapse mort.
Ouais, non, CO2 égale effondrement. Ouais, c'est ça. Et mes rêves, mon confort, mes envies, moi en tant que personne, égale CO2. Ouais. Donc la contraction de ça, c'est moi égale mort. Ouais. Moi égale collapse. Donc ça, c'est vraiment l'équation apocalypse. Extrêmement précise. Donc CO2 égale effondrement, moi égale CO2, moi égale effondrement. C'est ça. Ok. Ce que moi je cherchais à dire en tout cas avec ça, c'était qu'on nous fait comprendre que le souci au travers de l'écologie, enfin pas de l'écologie mais du problème du réchauffement climatique, etc., est principalement le CO2, ce qui est ok le cas au milieu d'autres choses, mais oui d'accord, peut-être que c'est l'ennemi numéro 1. Et qui va déclencher un effondrement global de notre civilisation, etc., la perte de tout le confort moderne, l'effondrement de tout, voilà, bref. L'apocalypse, voilà, littéralement, l'apocalypse. Oui. L'augmentation du CO2 va engendrer l'apocalypse, sauf que moi, dans tout ce que je fais, j'engendre du CO2. Donc tout à l'heure on parlait de nourriture, voyage, etc., etc. Quand je prends la voiture, quand je me déplace, quand je prends l'avion, etc., quoi qu'il arrive, je dégage du CO2. Oui, même une activité sportive, par exemple. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, il y a ce truc-là qu'on nous vend beaucoup, donc ma voiture, etc., l'essence, les énergies fossiles. Donc, je vais moins me déplacer. Manger du bœuf, je vais arrêter de manger de la viande, etc., etc. Sauf que le endgame de ça, c'est que à chaque fois que je respire et que mon cœur bat, finalement, j'émets de la chaleur. Quand je respire, j'émets du CO2. Donc, moi, je suis un générateur constant de CO2. Donc, est-ce que je ne ferais pas mieux de me supprimer ? Il suffit juste de pousser un petit peu plus la réflexion. Ou en tout cas de ne pas avoir d'enfants. Et d'avoir d'enfants, parce que toute volonté d'entreprise de ma part, et même de me dire, je vais créer quelque chose ex nihilo avec ma main, quoi, enfin ma main d'humain, voilà, je modifie le monde autour de moi pour créer de nouvelles choses, pour entreprendre, peu importe ce que ça veut dire. Faire des choses, ça voudra dire dégager du CO2. Donc ça veut dire détruire mon monde, etc. Et je suis coupable de ça. Donc... suicide. Ouais. Et je rebondis vite fait avec un autre exemple, mais moi j'ai une inquiétude que je peux avoir aussi, c'est que j'ai l'impression que le dogme un petit peu de la transition écologique, il t'autorise pas forcément à être libre aussi dans tes choix d'activité, et notamment j'y pense parce qu'on est dans une région où ce sport est beaucoup pratiqué, mais par exemple le ski c'est un sport qui est considéré comme mauvais parce qu'on abîme la montagne, blablabla. Et moi, je me dis tout de suite, non mais attendez, c'est aussi notre culture, nos coutumes, etc. C'est quand même triste que ça en vienne juste à être un souci écologique. Qu'on ne mette pas dans la balance que ça apporte énormément de joie aux gens et qu'en plus, c'est quelque chose qui se sont transmis de génération en génération parce qu'on vit dans une région qui est entourée de magnifiques montagnes. Après, le ski, c'est récent. Oui, mais les sports de luge, les randonnées, toutes les choses comme ça. En tout cas, la randonnée ou faire du ski de rando, il y a un milliard de trucs. C'est récent parce qu'on a réussi d'une certaine manière. C'est récent juste, mais c'est post-énergie fossile. Et mince, ça m'a coupé. Mais non, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est enlever l'aspect ne serait-ce que joie et plaisir et partage et communion avec la nature aussi. Et là, tu vas avec tes 2 enfants au ski, etc. Bon, tu te dis il faudra compenser ça d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas vendre mon âme à une société technologique qui pourra absoudre tous mes péchés avec un crédit score ou quoi, puisque j'ai voulu me faire plaisir et je suis coupable. Et il n'y a aucun discours autour de ça, c'est un peu ça la sortie. C'est que... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et oui, du coup, ça peut paraître complètement égoïste, parce que du coup, c'est vraiment se placer, en guillemets, comme tu dirais, face à la technostructure et se dire, moi, en tant que petit être humain, j'ai envie de continuer à être heureux et tant pis si la planète crève. Mais en fait, déjà, c'est normal d'avoir une perception de la vie par sa propre personne et par son quotidien, et c'est pas une mauvaise chose en soi. Et si la technostructure prenait ça en considération et que ça faisait partie du discours de dire on est conscient que par contre dans votre quotidien c'est peut-être pas facile et on a réfléchi à des solutions pour que vous soyez bien, mais la réalité c'est qu'on se rend tout de suite compte que la technostructure ne prend pas en considération le bien-être du peuple et que c'est pas un sujet pour les personnes qui nous gouvernent. Donc c'est pour ça au final qu'on en vient à remettre en question aussi leur discours et leur campagne publicitaire du sujet, quoi. Mais là où je suis un peu plus
entre guillemets pondéré, ou je sais pas, j'essaie de faire pas l'avocat du diable, mais de défendre un peu le truc, c'est que je pense pas que tous les politiques cherchent par exemple à prendre des décisions qui sont contre l'intérêt des gens. C'est juste qu'ils sont emmenés, je reviens, ce terme, la technostructure, c'est un peu flou, mais c'est la méta-entité émergente du fait qu'on est beaucoup, on est nombreux, et maintenant c'est plus, comme tu en parles souvent, mais d'un point de vue royauté par exemple, et administration des territoires avec quelqu'un qui est souverain sur ses terres et qui se réfère à une petite quantité de gens et qui administre de manière locale les choses. Là, tu peux garder un ancrage dans le réel de comment tu prends les décisions de politique publique, etc. Parce que tu es proche du territoire, des gens, des mœurs, du climat, tu vois, des us et coutumes, etc., de là où tu es. Donc les choses ont du sens. Maintenant que tout est administré à l'échelle européenne, tu ne peux plus avoir des décisions qui finalement ont du sens pour là, ici et maintenant, pour la petite vie des gens, etc. Et ça transforme finalement les décisions en des espèces de décisions monstrueuses qui finalement détruisent, même si c'est des trucs écologistes, vont détruire, tu vois combien de parcs là dans les villes de France sont complètement ravagés et sont remplacés par du béton, ils plantent 3 arbres, etc. pour se donner bonne conscience, mais c'est quoi le délire en fait? Ça se mord la queue, ça en vient à se mordre la queue et personne comprend. Et quand même, là où je te rejoins, c'est que oui, il y a quand même des gens qui sont maires, qui sont machins, qui peuvent faire quelque chose de très 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 concret. Et ben ces gens-là, et notamment souvent quand ils sont écologistes, finalement, ils se chient dessus, ils prennent des décisions complètement qui se mordent la queue et qui n'ont rien d'écologiste et qui n'ont rien de positif dans la vie des gens, etc. Je prends à Lyon aussi Grégory Doucet, je sais pas si tu vois. Mais là, cet été, ils ont mis une structure à, je sais pas, 2 millions d'euros sur la place, en plein cœur de Lyon, place Bellecour, je crois. Les brumisateurs ? Bah, c'est une structure en bois avec 3 trucs qui pendent pour faire un peu d'ombre. Il fait 40 degrés là, dessous il fait 40 degrés. Genre ça ne rafraîchit rien, etc. Il fut un temps, il y avait des arbres, il y avait machin. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, arrêtez d'essayer de vous draper de vertu, de dépenser du fric public dans une structure en bois qui a coûté 100 000 balles et vous passez 2 millions là-dedans. Arrêtez de vous foutre la gueule du monde en fait. Tout le monde le voit et t'as quand même France Info qui va aller interviewer les gens et qui disent ah ouais, franchement, c'est super sympa, etc. Foutage de gueule. Tout le monde sait. Ok. Bon voilà, l'écologie comme pulsion mortifère, en tout cas, je vois pas en quoi une vision accablante du problème et d'être en mode full apocalypse. Dire que l'apocalypse arrive et que c'est vraiment pour demain et que on va tous y passer et que ça va tout détruire peut te donner envie d'avoir un entrain voilà, et d'aller dans l'allégresse et d'avoir la foi dans le futur, etc. Aucunement. Oui. Est-ce que tu as un truc à rajouter ? Non, je suis d'accord. Juste, ouais, c'est impossible d'avoir de l'espoir, d'avoir envie, on en revient toujours aux mêmes choses, mais d'entreprendre ou de créer des belles choses. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on va sauver la Terre, puisqu'on détruit l'humanité. Donc, Sauver la Terre, on me dira, oui, mais le problème, c'est pas la Terre elle va très bien, c'est les êtres humains, tu vois. Oui. Mais en guillemets, causalité qu'ils font, c'est que les êtres humains abîment... Ça va pas sauver les êtres humains non plus, quoi. Ouais. Bon, là, on entre dans la partie un peu plus profonde de l'iceberg, un peu plus complotard. Oui, et puis après tout, c'est notre théorie, c'est... la conclusion qu'on a envie de faire, quoi. Ouais, donc avant de passer là-dessus, quand même, moi j'ai envie de dire que même si plus finalement le sujet m'intéresse d'un point de vue macro-géopolitique, etc., et de voir le sujet de l'écologie par un prisme politique et géopolitique, j'y crois quand même, tu vois, malgré tout, peut-être parce que je suis le plus grand des golems et que mais je crois quand même que l'influence de l'homme a un impact sérieux sur la pollution des sols, de l'air, etc., etc., et qu'il y a de vrais sujets, pour autant bien moins catastrophistes que ce qu'on veut me faire entendre. C'est là où maintenant j'ai un peu du mal. Et un truc que je te disais hier aussi, c'est que, et ça rejoint le micro-sentiment, le macro-géopolitique, c'est que avant je recevais vraiment le sujet que dans le sentiment. Et de me dire que quand je prends une douche, une baleine est morte. Point barre, tu vois. Et ce qui est le cas d'énormément de gens. Et donc j'ai besoin de me repentir, je reviens pas sur tout ce qu'on a dit. Et donc finalement j'étais un bon petit con plein de bons sentiments, tu vois, le bon gauchiste, le bon socialiste bien designé,
Et je restais là-dedans. Et là où, quand je parlais aussi de mon coming out et que c'est en mode j'ai perdu 30 ans de ma vie, c'est que j'ai l'impression que je me suis fait juste matraquer par la sphère médiatique à me faire comprendre que j'étais qu'un sale petit blanc de merde qui consomme et dont il faut se débarrasser. Et donc là, maintenant, c'est non. En fait, arrêtez de me la faire, tu vois. J'ai compris que ce que vous étiez en train de me faire, donc stop. Donc je n'écoute plus, je ne donne plus l'heure. C'est bon, en fait, on ne se parle plus. Arrêtez de me faire chier. Ce que je constate, c'est que pas grand-chose ne change, ok, à part les conditions de vie qui deviennent, voilà, ça devient plus dur de pouvoir faire une vie, on va dire, autonome et de recevoir l'usufruit de ce que tu crées. Bon, hier, on a filmé et on s'est dit qu'on est quand même des bons FDP parce qu'on filme dans un endroit qui a l'air luxueux et qu'on a l'air d'énormes bourgeois, etc. Petits bourgeois. Mais peu importe. Mais c'est pas le cas, donc en fait... c'est le cas par rapport à plein de gens quand même, faut pas abuser. Qu'on est dans un bel endroit. Oui, l'endroit est bien, etc. Et parce que je sacrifie le fait que moi, je vais pas faire 1 milliard d'activités que les gens font sociales parce que j'ai pas beaucoup de vie sociale. Le fait que je passe pas d'argent dans XY trucs, pas faire un week-end, pas faire un voyage, pas faire nanana. Globalement, je suis chez moi, etc. Et je crame presque tout mon argent pour louer un endroit, tu vois, et me dire bien. Bref, j'ai pas à me justifier. Mais tout ça pour dire que ça peut être abusé d'entendre que oui, les conditions deviennent de plus en plus dures. Bon, on s'en fout d'où on est, quoi. Peu importe que tu gagnes 1004, 2008, 3000 euros, 10 000 euros par mois. Tout le monde sait, encore une fois, que le socialisme arrive en bout de course. Tout le monde ne sait pas, mais bon. En tout cas, c'est notre avis. Le socialisme arrive en bout de course et on transforme le socialisme des années 80 petit à petit en un communisme fini, néo-communisme, qui fait que si demain tu crées toi un petit projet autour de ton projet de danse et que tu arrives à dégager un petit bénéfice, non, cela va être collectivisé, cela sera récupéré par l'État, au moins à hauteur de 50-60% si tu te structures en tant que société. Et si tu achètes une maison, tu seras taxé quand même sur le foncier, sur machin. Si tu gardes un peu de capital de côté, tu seras taxé dessus pour payer on ne sait quoi, puisque là il faut qu'on aille chez l'ophtalmo, c'est impossible sous 3 mois. Moi le dentiste c'est pas possible depuis 1 an et demi. Passons. Donc voilà, juste pour dire, je pense quand même que l'écologie c'est important. Moi je préfère la nature à la ville, je préfère les campagnards aux citadins, etc. Et je préfère les campagnards d'extrême droite qui sont de vrais écologistes aux gauchos de centre-ville qui sont complètement déconnectés du monde réel et de la vraie difficulté de la nature. Voilà. Donc l'écologie, la transition écologique ou l'écologie politique est-elle le cheval de Troie du nouvel ordre mondial ? Premier aspect qu'il y avait, je parle beaucoup, mais non, mais je t'en prie. Pour moi, c'était important de définir ce qu'on entend par nouvel ordre mondial, parce que c'est tendancieux, et notamment parler de mondialisation. C'est peut-être la base de ce truc-là. Est-ce que toi, tu te sens de dire un mot là-dessus ? Peut-être toi, juste que tu entends par mondialisation, si on parle de mondialisation. Oui, oui. On en a parlé quand même plusieurs fois. C'est... déjà, juste pour poser le contexte, je pense que c'est quand même le plus simple, c'est qu'on est dans une ère humaine qui n'a jamais été avant, qui est hyper technologique, hyper connectée. C'est la modernité dans laquelle on est, qui fait aussi qu'il y a cette mondialisation qui s'installe et que, au final, tout est connecté et tout sujet, s'il continue à grossir, devient mondialisé. Donc, notamment, c'est le cas pour toutes les grandes entreprises qui, je ne sais pas, comme Coca-Cola ou plein d'autres, qui se placent dans des enjeux aux quatre coins du monde et qui, du coup, s'ancrent dans une envie de faire du cash, mais avec la possibilité de toucher le monde entier. Parce que envie de faire du cash, je pense que ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des gens qui entreprenaient ou qui essayaient de contrôler telle ou telle population pour faire du cash, construire des choses. Ou même juste je vends du pain et je gagne 10 francs. Quoi. Oui, mais il y a toujours eu des personnes qui vraiment avaient ce naturel de « je veux construire un empire ». C'est bien, c'est mal, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, c'est possible de le faire à l'échelle de la planète. C'est une histoire d'envergure, Ouais, et c'est quand même vraiment insane. On va revenir sur ce truc-là, mais c'est vrai qu'il y avait le truc de Coca où on avait le chiffre, là, on l'a pas placé. Vu que là, c'est juste l'intro sur cet aspect nouvel ordre mondial, et là, ça rejoint sur la culpabilité de tout à l'heure. Ouais. Et également, tu disais sur le fait que ma boîte, le fait de vendre du maté,
Et ben moi je me dis c'est pas bien quand même, je commande du maté, je commande 500 kilos de maté, ça traverse l'Atlantique en porte-conteneur, etc. Et finalement c'est une palette par an. Et je me dis putain, je contribue à l'effondrement globalisé, etc. C'était quoi la data ? Coca-Cola qui vend 2,2 milliards de boissons par jour. Ouais, et même on Donc, extrapolait avec chaud. d'autres enseignes sous Coca-Cola, plus d'autres trucs, on disait 3 milliards à peu près lissés. Oui, en comptant Monster, etc. Et combien ça faisait de transport par jour, quoi, et de CO2. Et ça fait plus de 10 supercargos de plus de 100 000 tonnes par jour, en sachant qu'un supercargo, c'est 2,4 tonnes de CO2 par kilomètre. Ouais. Ce data-là, je sais pas, peut-être variable, kilomètres. mais en tout cas, c'est des milliers de tonnes par jour, juste pour le marché de la boisson. Ça n'englobe même pas le marché de l'automobile, ça n'englobe même pas le marché des matières premières, etc. Donc bref, c'est vraiment des centaines de milliers de tonnes par jour de CO2, etc. Et c'est moi qui dois être coupable, quoi. C'est abusé. Je dois être coupable, alors que, désolé, moi, je ne charge pas 10 superconteneurs par jour. Pas superconteneurs, mais voilà. Lunaire, les ordres de grandeur, et personne pour te dire regardez les ordres de grandeur, calmez-vous. Regardez l'ordre de grandeur, la France, et on parlait de ça aussi, mais ça va rejoindre sur l'aspect un peu nouvel ordre mondial, mais les occidentaux, les blancs, on va dire occidentaux, vous êtes 8% de la population mondiale, ok, en termes de minorité, en termes de majorité, hein, les minorités oppressées. Voir qui c'est. La France, c'est 1% des émissions de CO2. Oui, mais ça compte pas les importations, blablabla. Peu importe. Si tu veux, c'est 2, si tu veux, c'est 3, quoi. Peu importe. Bon, on peut en parler et dire, voilà, quoi qu'il arrive, nous, on est un grain de sable. Voilà, aujourd'hui, tu as 1 milliard 800 millions hindous, 1 milliard 200 millions personnes au Bangladesh. Je sais plus les chiffres, mais voilà. Ils font 5 enfants par foyer. Est-ce qu'on peut en parler, en fait, et dire que nous, on est déjà misérables, on n'arrive même pas à renouveler la population parce que on se fait matrixer, en fait, à nous dire qu'on doit mourir, etc., et que c'est un putain de génocide organisé. Et que c'est pas écolo de faire des enfants. Voilà. Fuck you, quoi. Donc, ça permet de revenir sur le sujet le plus complotiste. Donc, ouais, mondialisation. Donc, moi, j'ai mis marché global, des échanges, plus de frontières, etc. Comme tu l'as dit, motivé par le fait que les technologies modernes permettent l'avion, le voyage constant dans le monde entier, Internet, le voyage de l'information constant, instantané à travers le monde entier, etc. Et donc, ce que j'avais noté de ça, c'était que c'est un phénomène post-moderne par essence et qui est donc jeune. La mondialisation et puisqu'on va dire peut-être après le globalisme, c'est quelque chose de fondamentalement jeune, et ça je l'entends pas forcément, j'ai jamais entendu, je crois, en fait, le fait de bien notifier que c'est pas un phénomène qui est récurrent, n'est pas arrivé 2-3 fois dans l'histoire. Le fait que Christophe Colomb aille en Amérique, le fait la route de la soie, etc., ça n'est pas un mondialisme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une volonté d'échange intercontinental, d'accord, qui prend des mois, qui prend des années, etc., etc. C'est un registre vraiment 1000 fois moindre que la communication à l'ère d'Internet, que le voyage à l'heure des avions supersoniques, etc., etc. Donc en cela, c'est quelque chose de très jeune. Et donc j'ai mis le globalisme n'est pas une récurrence, on le découvre seulement, et on découvre aussi les problèmes qu'il engendre. Problèmes qu'il engendre qui sont notamment liés au cynisme et à l'avarice des êtres humains qui ont toujours eu une envie de contrôle, de pouvoir, etc. Cette envie-là de pouvoir, elle a toujours été modulée par la géographie et le temps. Et l'accès à l'information, les 3 trucs que je viens de dire finalement. Et donc, même si j'ai une envie, je suis Genghis Khan, j'ai envie de contrôler l'entièreté de je ne sais quoi, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais comprenez, je suis bloqué par le fait que j'ai mon cheval. Voilà. J'ai mon cheval, j'ai des gens qui passent des messages à cheval, etc., etc. Je ne peux pas contrôler du nord des États-Unis au sud de l'Afrique. Je ne peux pas avoir la main mise sur tout ça et je ne peux pas commercer avec l'entièreté de ces gens instantanément. Donc voilà, ces envies de pouvoir-là et de contrôle ont toujours été modulées par la physique, quoi, la réalité du monde, etc. Avec les technologies modernes, je fais fi de ce truc-là et je peux le dépasser. Et depuis vraiment pas longtemps. Le fait que maintenant on a les IA, la vie numérique qui est complètement installée dans la vie de l'entièreté des gens et de vraiment, je sais pas, j'aurais pas la data, mais 80% de la population, quoi, même en Afrique noire, dans des endroits assez désœuvrés entre guillemets, il y a des petits smartphones et maintenant même dans des tribus, tu as des smartphones.
Donc voilà, tu peux pénétrer vraiment l'entièreté de la planète et l'entièreté des cerveaux des êtres humains. Et donc j'ai mis Bill Gates, Bezos, World Economic Forum, Cynisme, George Soros. Bon, j'ai jeté des trucs, mais ce sujet-là, ça allait aussi sur le lissage de l'identité et de la création du parfait citoyen mondial. Je donne le petit schéma sur lequel on s'est mis d'accord, qui est que du coup, il y a toujours cette notion, comme tu viens de l'expliquer, d'envie de faire du cash, que du coup, maintenant, c'est possible à l'échelle mondiale, et que du coup, quelle serait la meilleure possibilité de faire un maximum de cash, c'est d'avoir un maximum de clients, entre guillemets. Et pour pouvoir accéder à tout le monde sur la planète, le mieux, c'est qu'il y ait un espèce de lissage identitaire de masse, enfin mondialisé. Parce qu'en fait, ça permet de faire sortir la figure du client type qui serait sensible aux mêmes campagnes publicitaires et sensible aux mêmes produits. Et du coup, par exemple, Coca-Cola, tout le monde est intéressé. Que tu vives au Bangladesh, en Suède, au Canada, au Sénégal, potentiellement, les gens sont intéressés par ce produit parce que tu as réussi à créer une espèce d'identité mondialisée et tout le monde veut la même chose. Et du coup, là, tu pars assez Après, vite, sur le sujet Coca, je dirais que c'est un peu... Il y a peut-être l'aspect... beaucoup un sujet de distrib. Bon, c'est très précis. Mais parce qu'ils ont réussi à casser le game de la distrib, qui est très difficile. Et qu'il y a une brand, mais par la distrib, ils ont réussi à faire en sorte aussi de pénétrer le moindre recoin de Johannesburg, de Ankara, n'importe quelle ville, je sais pas, dans le monde. Et ben, t'as un frigo avec un Coca. Ça, c'est ouf. Mais ça marche parce que c'est lié aux moyens modernes, etc., qu'on a cités juste avant. Donc ça joue pareil. Mais pour aller dans ce truc-là, c'est peut-être aussi plus sur maintenant la capacité d'implanter une idée dans le cerveau de quelqu'un que, par exemple, tu n'as pas d'identité. Et tu as Emmanuel Macron qui dit « il n'y a pas de culture française ». Finalement, ça rejoint ce sujet-là. Mais peut-être que tu as un... Vas-y. Non, mais je voulais juste donner mon petit... Mais voilà, schéma comme ça. Ouais. T'avais quoi décrit après ? Rien en soi. On a juste les exemples autour de Bill Gates et de notamment. Mais du coup là, ce serait un peu revenir en arrière. C'est juste qu'on a oublié peut-être ce. Non, mais moi j'ai de toute façon. En tout cas, j'avais noté consommateur modèle, réplicable, désincarné, sans essence ni terroir. Et donc c'est là où. Si j'avais entendu ça il y a 5 ans de ma bouche, je me serais dit que j'étais vraiment un demeuré. Et finalement, avec le recul, je me dis c'est parce que j'avais pas non plus de vision géopolitique, macro, etc., que je pouvais être un bon bonnet, en fait. Et un truc aussi dont on parlait tout à l'heure, c'était l'aspect croire que tout le monde a la même bonne volonté que toi et que tout le monde est un bon gentil. Un bon gentile et prêt à faire bonne œuvre, je sais pas comment dire, avec honnêteté, et de se dire bah oui, par exemple, si on me dit qu'il faut que je me douche moins, je vais moins me doucher. S'il faut faire ça, oui, vouloir faire du profit à outrance, c'est mauvais. Je ne vais pas, voilà. Oui, prendre des taux d'intérêt exorbitants sur une activité fondamentale humaine, c'est pas bien, il faut pas faire ça, etc. Et ben nous, voilà, on est finalement des bons cons, on est bien trop gentils, et on se dit, bah ouais, demain, si j'arrive à monter, par exemple, un empire, une boîte, et à faire vivre 50 personnes, un empire, une toute petite boîte, finalement, mais 1000 personnes, ok, une grosse boîte, bah, j'ai envie que ces 1000 personnes, ils profitent de ce que je suis en train de faire, et que je vais pas me mettre 50 000 euros par mois dans ma poche, et eux, un SMIC. Peut-être que je peux me mettre 20 000 euros par mois et déjà quand même transformer l'intégralité de ma vie et des générations qui vont venir derrière, et je mets les gens à 1008. Bon, après c'est peut-être un peu fantasmé et c'est toujours plus compliqué quand tu es dans la position de le faire, notamment dans un État néo-communiste qui cherche à tout te prendre. En tout cas, il y avait cet aspect que, et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, beaucoup de Français de nos générations, ou même plus vieux et plus jeunes sont comme ça, c'est de bien réaliser, le besoin de réaliser que tout le monde n'est pas gentil comme toi, tout le monde n'est pas... et gentil, j'entends, c'est pas une histoire d'être gentil, c'est une histoire d'être le dindon de la farce, et que toi on t'explique toute la journée qu'il faut que
encore une fois, tu te douches moins et que tu n'espères même pas créer une boîte ou faire des choses de ton propre chef, organiser des choses sans l'aval de l'État. Et toi, tu te dis, bon, bah d'accord, voilà. Si je monte une asso, non, il faut que j'ai les papiers. Si je monte une boîte, non, il faut que j'ai tous les trucs administratifs. Si je fais ça, résultat, tu fais que dalle. Voilà. Et ben, tout le monde n'est pas comme ça. Et les gens qui ont vraiment la dalle et qui ont vraiment envie de pouvoir et envie d'argent, ils ne sont pas comme ça. Et leur cynisme, pour nous, est vraiment impalpable. Tu vois, j'ai l'impression qu'on ne peut pas mettre la main sur la quantité de cynisme des gens qui ont $1 milliard à disposition et une envie, mais vraiment irrémédiable, enfin pas irrémédiable, mais une envie irrépressible, insatiable de pouvoir et de monter les échelons et de vraiment pouvoir asseoir leurs mains sur le monde. Ça c'est le tonneau des Danaïdes, tu vois, ça ne se remplit pas. Et ils sont tout le temps dans ce truc-là. J'ai du mal à y croire, mais plus ça va, plus je me dis ouais, c'est vrai, bien sûr. Il y a des gens ils sont comme ça et des gens ils sont terribles. Et plus ils se drapent de vertu, souvent, plus ils sont terribles. Sans les médias hégémoniques qu'on a aujourd'hui, c'était dur pour ces gens-là de faire installer dans la tête de beaucoup de gens que tu es vraiment quelqu'un de génial, tu es une bonne personne. Bill Gates, c'est vraiment l'emblème, quoi. Je suis une bonne personne. Les médias le permettent, donc tout le monde se dit, mais ce gars, c'est un gentil, tu vois, il veut sauver les gens, etc. D'accord, il veut sauver les gens, donc pourquoi il veut créer du beurre à partir de carbone et faire bouffer ça à toute la planète et faire bouffer de la viande qui sort d'un labo? Parce qu'il aime les gens et parce qu'il dit que les vaches qui font prout c'est en train de tuer le monde, alors que les vaches elles fertilisent des champs, que nanana, enfin bref, et qu'on on a toujours vécu avec elles et qu'on s'est toujours nourri de ça. Tu te prends pour qui en fait? Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu veux faire de la marge, c'est ça la réalité. Tu as un marché mondialisé, tu sais que là c'est plus des histoires de modulation de ta marge de 2%, tu peux moduler ta marge de 80%. Plus besoin d'une vache, de la traire, de transformer le lait en beurre, etc. Non, tu modifies juste 2-3 molécules, de l'hydrogène, du carbone, etc. et tu as du gras, tu peux vendre ça à 1 centime la tonne. Enfin, 1 centime la tonne, ce sera peut-être le coût que ça te revient, j'exagère bien sûr, et tu pourras vendre ça 1000 fois plus cher. Donc les ordres de grandeur sont gigantesques, notamment d'un point de vue micro sur la marge que tu fais par produit et d'un point de vue macro sur le marché que tu adresses, qui maintenant est un marché de 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards de personnes potentiellement. Évidemment, pas grand monde pour dire ça, à part si tu le fais tout de suite être targeté de complotistes, etc., etc. En tout cas, voilà, mon sujet, c'était de dire, il y a des gens qui sont vraiment cyniques, faut pas l'oublier, et j'ai du mal, tu vois, même moi, à accepter que non, voilà, il y a des gens, attention, ils n'ont pas le même pouvoir que tu as, leur pouvoir est 1 milliard de fois plus important que le tien, c'est inconcevable, et donc, si je vois que ça n'a pas d'impact positif sur ma vie, je ne souhaite pas que tu me parles, en fait. Si tu me dis que les vaches, c'est pas bien, qu'il faut arrêter, les chiens, peut-être, les chiens et chats, il y avait le truc là de taxer en France, là, possession d'un animal de compagnie, etc., à hauteur de, je sais pas, 100 euros par animal, etc. Enfin, c'est là où quand même on se dirige. En fait, arrête de me parler, tu vois. Arrête de me saouler. C'est des conneries. Bon, on va faire rentrer le chat, d'ailleurs, parce que on en parle. Enfin, bref. Bon, je me perds un peu dans le truc, mais voilà. Est-ce que tu veux rebondir? Parce que je parle beaucoup. Juste par rapport à ce que tu disais, là, il y a 2 secondes, du cynisme des gens puissants, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a on peut se faire une réflexion qui est un peu effrayante, qui serait que l'écologie, d'une certaine manière, qui du coup, dans son essence, veut préserver la nature et le monde, dans sa finalité, en vient à changer l'ordre naturel des choses. Puisque typiquement, cette espèce de nouveau marché alimentaire de la bien-pensance et de l'écologie qui serait tous les produits véganes emballés là dans les supermarchés qui coûtent en plus extrêmement cher et qui serait la nouvelle alimentation écologique vers laquelle tout le monde devrait se tourner, c'est-à-dire tes meilleures nuggets végétariennes, tes steaks emballés à l'unité dans du plastique. Tout ça. Et en fait, on en vient complètement, comme tu le disais il y a 2 secondes, avec l'exemple de la vache, qui au final pourrait juste être pas très loin de chez toi, élevée par le fermier que tu connais, puisque tu le croises, puisque c'est ton voisin. Non, on en vient à se poser les questions de bouffer de la bouffe dont on comprend pas vraiment la composition,
et d'accepter de pas du tout être dans quelque chose de naturel. Et c'est vraiment la course naturelle de la transition écologique, ce qui est quand même un comble. Tu vois, le même, faut que je le trouve, où c'est il y a 20 ans j'étais de gauche, donc j'étais contre les produits pharmaceutiques et je mangeais bio, et maintenant je fais la même chose et donc je suis d'extrême droite. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment c'est assez effrayant. Mais il est fou, hein, ce shift, il est abusé de qui aurait pu le voir venir, tu vois, à part si t'étais déjà chef d'industrie et que t'as bien compris qu'au bout d'un moment, les produits naturels, ça va bien, mais c'est pas possible, en fait. Payer un fermier pour entretenir une vache, pour sortir un produit qui coûte une blinde au kilo, c'est pas viable. Maintenant, avec des labos, on peut faire 1000 fois mieux en termes de renta. Let's go, en fait. À quelle heure voilà. Eux le savaient très bien, je pense. En tant que bon pion citoyen qui fait son petit job, très dur de le voir venir. Quand même, le fait est que ça prend à moitié, parce que même des gens qui... on est en train de voir. J'ai envie de dire, on va voir là si ça prend, tu vois. Apparemment, ça gueule. Ouais. Moi qui, d'une certaine manière, a été éduquée par une végétarienne et qui ai commencé en achetant des petites nuggets au soja quand j'avais 18 ans et que j'étais en études, autant dire que maintenant, je le ferai pas, et que même à l'époque, je me disais, bon, ces nuggets, c'est quand même particulier, et que je pense que même des personnes qui aujourd'hui sont végétariennes n'achètent pas les espèces de produits transformés qu'on leur propose, mais plutôt essayent d'avoir des régimes où ils compensent en mangeant tel et tel produit qui est connu pour ses vertus protéinées, etc. Tu vois. J'entends quand même assez peu de gens qui vraiment sont à fond dans tout le délire vegan. Et qui du coup accepte aussi, parce que c'est vraiment lié politique maintenant, tu vois, c'est devenu, et c'est un truc que j'ai pas mentionné aussi, mais sur les désillusions, c'est que tous les gens que j'ai mis Vincent Mignereau, Arthur Keller, bon pour des gens qui pourraient connaître ça, que des gens comme ça, qui pour moi étaient quand même des figures de proue d'un sujet qui me parlait, je vois, sont devenus des gens politisés à la mort, et qui te parlent de la montée de l'extrême droite, de je sais pas quoi. Et j'ai l'impression qu'ils font partie de tous ces gens qui ont loupé le coche, tu vois, de comprendre que, mais on ne parle pas d'extrême droite, en fait. Arrête, c'est la fenêtre d'Overton qui a glissé. Les gens sont toujours les mêmes, et arrête de croire que les gens sont fondamentalement mauvais, racistes, et que voilà, finalement, ces gens, maintenant, servent la soupe des médias macronistes. C'est absolument lunaire, genre, je suis complètement déçu et triste de ça. Et j'ai fait un peu un tour, mais ce que je voulais dire, c'était que les gens qui, finalement, là, aujourd'hui, vont accepter l'entièreté du discours écologiste, ça veut dire, malgré soi, mais ça veut dire qu'ils vont accepter la soupe politique qu'on leur sert avec. Parce que si par exemple t'es même dans le cadre de ta mère, mais tu te rends compte que manger de la viande quand même, je vois que c'est important, et qu'en fait t'es quand même, voilà, tu peux être en meilleure santé en mangeant de la viande, et qu'on l'a toujours fait, donc en fait peut-être qu'avoir 5 poulets ou 10, 15 et pouvoir être autonome en viande, c'est quand même sympa et c'est intéressant. Si tu fais ça, t'es contre la doxa finalement du parti, tu vois, entre guillemets, du parti unique, et donc il faut accepter que même avec tes amis qui sont peut-être proches des idées du parti, ça va clasher, tu vois, parce que finalement c'est le sujet politique, c'est pour ça que je disais l'écologie politique a tellement infiltré le sujet au plus profond que maintenant il est plus défait l'écologie n'est plus jamais défaite de sujets politiques, ce qui est pas normal, et je reviens sur le truc de tout à l'heure, mais pour moi le vrai écolo il est d'extrême droite, et il est sur son terroir, et il s'entretient localement, et il fait chier personne. Dernier truc, t'as un truc à dire avant le dernier point? Non. Je peux rebondir sur ce que je viens de dire? Non. Pour moi là, ça y est, on arrive à la fin. Donc pour pas finir sur ce truc, bon, on est quand même des complotistes soft, on n'a pas dit grand chose. En tout cas, nouvel ordre mondial, pour clôturer là-dessus, l'idée c'est de dire que lissage de l'identité à échelle mondiale, c'est quelque chose qui a jamais été possible, qui devient possible, et qui est entre guillemets facile d'accès maintenant avec les nouvelles technologies, etc. Des gens s'emparent de cette possibilité, veulent le faire. Et nous, on a l'impression, voilà, ça n'engage que nous, que c'est extrêmement dangereux, et que surtout c'est à l'œuvre, et on verra là sur comment ça évolue sur 2 ans, l'identité numérique, l'installation de ça, les monnaies numériques de banque centrale. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur ce genre de sujet, mais finalement c'est assez avancé peut-être comme sujet, je ne sais pas. En tout cas, se renseigner là-dessus. Est-ce que c'est être complotiste? Je ne sais pas. On va voir comment ça évolue. Mais a priori nous on est plutôt pessimiste, et j'enchaîne du coup sur le point suivant, c'est quelle réponse donner à cette vision là qui est très
global, macro, politique, voilà, et qui met en jeu des intérêts qui sont pas les nôtres, et peut-être qu'on se trompe complètement en plus parce qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment à Bruxelles, on ne sait pas ce qui se passe à Davos, on ne sait pas ce qui se passe au World Economic Forum, et que peut-être vraiment ces gens ont des cartes en main et veulent nous sauver. Bon, je fais un petit rajout parce que après avoir fini, on se dit que ça manque de lien entre l'écologie et le sujet nouvel ordre mondial. Disons qu'il y a deux pôles, il y a l'aspect mondialisation, globalisme, nouvel ordre mondial, etc. Et bon, on parle d'écologie, quel est le rapport ? Bon, ça revient toujours sur ce truc de lissage de l'identité, mais pour moi, là où c'est très lié, c'est que l'agenda, il est global. Je parle pour l'Occident, c'est-à-dire que ce soit au UK, en Allemagne, en France, au Canada, etc., etc. Mais je parle bien, voilà, en Occident, on nous dit les mêmes choses. Les médias publics disent les mêmes choses, tu vois, parlent de la même manière du réchauffement climatique. Les fois où j'ai fait la démarche, par exemple, d'aller chercher de l'info, comme si j'étais en Allemagne et que je voulais voir un petit peu ce qui se disait, comme si, ce que j'ai déjà fait, tu te rends compte que c'est le même narratif, les mêmes points d'ancrage, etc. et la même culpabilisation des gens, tu vois, à la même échelle, etc. Ce qui rejoint aussi toujours des dates clés, 2030, typiquement, Agenda 2030, tu vois, nous il y a France 2030 et tout, mais il y a ça dans tous les pays de l'Occident, comme si c'était une date absolument, voilà. Et même quand je lisais des bouquins sur la collapsologie, comme les limites à la croissance, etc., c'est des trucs qui, même s'ils datent d'il y a 50 ans, on te dit, voilà, 2020, 25, 30, le début du collapse, etc., etc., et tu te dis, mais attends, mais c'est une prophétie, c'est ouf, quoi. Et maintenant, je me dis, mais attends, même ces rapports-là, ils sont commandités par des multinationales. 2030, c'est le collapse de tout, etc. D'accord. S'il n'y avait pas de crise migratoire globale où tous les gouvernements occidentaux laissent les flux de personnes, de marchandises, etc., être 100% libres, etc. Si on ne nous matraque pas à la télé qu'on est perdu et que dans 10 ans, on va mourir, est-ce qu'on serait vraiment dans le même trou à rats, tu vois, intellectuel, à se dire que tout est fini, tout est foutu et on va crever demain ? Je suis pas sûr. Et ben pourtant, la manière dont c'est abordé, c'est la même chose dans tous les pays de l'Occident. Curieuse, voilà. Là, c'est complotiste, voilà. C'est quand même très curieux. Et donc, ce truc-là fait que le lissage de l'identité, c'est aussi finalement le lissage de la vision de ce sujet. Tu entrevois le sujet de l'écologie de la même manière si t'es à Berlin, si t'es à Québec, si t'es à Londres ou à Paris. Tu vois, c'est le même discours. On va pas faire chier les mecs au fin fond de la Thaïlande ou machin, de la même manière que les mecs au fin fond de la France, où on leur dit qu'il n'y a pas de culture française, tu es un raciste, tu es xénophobe si tu n'as pas envie que des gens qui ne sont pas de ta culture soient ici. Et si en plus ils font des choses qui ne te correspondent pas ou qui ne te vont pas, ou qui sont fondamentalement néfastes pour la cohésion sociale et pour la civilisation, tu dois surtout rien dire parce que c'est toi le vilain, d'accord ? Tu es l'oppresseur, etc. Pour rappel, tu es le vieux blanc, t'es 8% de la population mondiale, mais c'est toi le problème et c'est toi l'oppresseur majoritaire. Bon, du coup, ça découlerait sur d'autres sujets, mais en tout cas, le lien, pour moi, il est là-dedans. Les agendas 2030, quand tu t'intéresses aussi à beaucoup de choses qui émanent du World Economic Forum, tu comprends bien la volonté de passer d'un monde, entre guillemets, de propriété à un monde de location, tu vois. You'll own nothing and you'll be happy, tu vois ce truc. Ouais. Tu n'auras rien, etc. Et c'est dit comme ça, hein, c'est 2030, voilà. Bon, maintenant, tu loues ta voiture tous les mois, tu passes tout en location, tu fais des micro-prêts, même pour juste pouvoir vivre parce que tu n'as plus de sous, donc tu as besoin d'une nouvelle machine à laver, tu fais un prêt sur 1 an et demi pour pouvoir payer 300 balles ta machine à laver, etc., etc. Mais tu seras heureux, t'inquiète, et tu n'auras aucune propriété. Et si tu as de l'immobilier, bah, il t'appartient pas vraiment, on peut quand même le réquisitionner, il va finalement être taxé par l'État, et finalement il sera... voilà. T'as la taxe Zuckman, tu vois, actuellement, il faut prendre 2% de tous les capitaux des entreprises, etc. Mais c'est pas possible, tout va devenir une entreprise collectiviste d'État, ou alors toutes les entreprises privées vont fermer. Mais non, c'est très bien, c'est pour la cause, et c'est là où ça devient encore une fois, c'est plus l'écologie, hein, mais finalement ça recoupe en ce que c'est un néo-communisme qui finalement vise à écraser toute entreprise individuelle, et c'est là où ça fait vachement écho quand même, je me dis, avec ce qu'on dit, en te faisant comprendre que l'entreprise individuelle, elle est par essence néfaste, et que donc ça n'a aucun intérêt. Tu as mieux fait de t'aligner avec le narratif commun et de vouloir un salaire universel, point barre. Voilà.
C'est drôle parce que quand tu parles comme ça me fait penser à une idée peut-être pour un prochain podcast ou une prochaine réflexion, mais qui serait autour de la religion catholique qui a été d'une certaine manière presque abolie en France et en Occident, comme une religion exigeante, radicale, dans le contrôle et au final autoritaire, pour maintenant une espèce de nouvelle religion autour de la notion de culpabilisation. Juste tu culpabilises pour absolument tout ce que tu peux penser, faire et vouloir, et c'est le nouvel outil de contrôle, quoi. C'est vraiment la nouvelle méta-religion. Mais moi, tu vois, j'ai une quoi. vision que le catholicisme est comme ça, justement, dans cette culture de la culpabilité, etc. Voilà. Oui, alors, est-ce que c'est parce qu'on me l'a vendu comme ça ? Déjà, je pense que c'est parce qu'on nous le vend comme ça, mais aussi juste, au final, est-ce que ce serait pas ridicule de vouloir casser ça, si c'est pour remettre une nouvelle religion à la place qui soit pire ou la même chose. Et le point important, c'est que en tant que religion, le point d'orgue de ça, il est pas humain, il est complètement transcendantal, et c'est une vision au-delà du monde physique, etc. Ça n'est pas Bill Gates, voilà. Ça n'est pas incarné en une personne, c'est un peu... C'est pas humain en fait, c'est vraiment ça le sujet. Un peu comme Bitcoin, où on ne sait pas qui est le fondateur, ce qui permet l'existence et le fait que le projet puisse perdurer, parce que tu ne peux pas targeter une personne qui est... Voilà, bon, c'est un parallèle un peu foireux, mais quand même. Et donc sur ce lien entre écologie et faire le pas jusqu'à nouvel ordre mondial, pour moi le thème c'est que, je reprends, mais les médias sont la cause de cette culpabilité qu'on installe dans le cerveau des gens, et finalement c'est pas « Oh, en France il s'avère qu'il y a ce discours-là, et puis... ailleurs, c'est différent. Non, dans tout l'Occident moderne, c'est le même discours de culpabilisation. Donc, la même volonté de repentance. Si tu veux te repentir, nous avons des solutions. Okay, tu les trouveras pas dans le privé, tu les trouveras pas dans le sport ou dans l'entreprise personnelle. Tu vois, ça, t'as beaucoup de contenus qui te disent que le sport c'est mauvais, etc. C'est pas l'endroit d'en parler, mais tu vois, c'est un truc qui fait péter un câble aussi. On te dira que tu le trouveras pas là-dedans. Par contre, nous avons des solutions. Par exemple, si tu as compris l'enjeu, si tu es un bon soldat et que tu as compris les enjeux, déjà tu vas arrêter de manger des nourritures un petit peu vraiment nutritives, tu vas arrêter de manger du bœuf. Et moi j'ai un produit pour toi qui va te faire te sentir bien. Beurre synthétique, etc. etc. Donc d'un coup j'ai une solution miracle, un peu miracle qui fait que tu vas accepter de te sentir bien. Le fait de te sentir bien sera lié avec le fait de vendre ton âme globalement. Tu vois ce que je veux dire ? Pas trop, non. Le fait de te sentir bien, c'est parce que quelque part tu auras accepté le contrôle, qu'on observe ce que tu fais, qu'on juge, qu'on score ce que tu fais, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'on te donne une solution toute pensée, toute faite. Ouais, et c'est dystopique, et c'est très Aldous Huxley, et c'est très 1984, et ce que tu veux. Mais on le constate. Et sur la notion de pourquoi l'écologie est le cheval de Troie du nouvel ordre mondial, parce que c'est vrai que ça nous paraissait peut-être évident dit comme ça, mais moi je le voyais dans le sens où c'est... la bonne excuse, ou je sais pas comment dire, le bon package, tu vois. C'est un sujet qui est parfait pour pouvoir venir s'implanter dans ta tête, et que du coup, il déploie ces trucs de culpabilité, il déploie cette envie de repentance, il déploie etc., etc. Vraiment et du donc, marketing, et du coup, tu n'as pas envie d'aller dans le contrôle qu'on va t'imposer par la force, et tu vois, c'est plus du tout ces manières-là. En tout cas, typiquement, quand je dis néo-communisme, c'est le communisme... de connivence, je sais pas si c'est le bon mot, mais le communisme doux et par le divertissement et avec le sourire, et le fait que tu es content finalement qu'on puisse traquer ton activité, tu es content de savoir que je suis un bon soldat parce que j'ai pas du tout eu d'empreinte CO2 cette année, je suis resté à la maison, j'ai rien fait, je parle à personne, donc c'est plutôt cool. Et donc tu vas avec le sourire. Et donc en ça, il est tellement global ce sujet de l'écologie qu'il arrive à capturer toutes ces choses-là et à être le parfait cheval de Troie. Petit aparté sur la série Utopia qu'on vient de finir. Oui, très belle Utopia de 2013 qui parle beaucoup de ces sujets-là, de vaccins, donc 2013, mais pourtant ça parle de vaccins, d'installer des protéines des protéines designées, on va dire, dans la nourriture industrielle, typiquement de grande surface, pour que tout le monde soit entre guillemets porteur de telles protéines, et ensuite créer un vaccin, créer un faux outbreak d'une maladie, en
en l'occurrence la Russian flu, la grippe russe, finalement qui n'est pas un vaccin, mais qui va targeter les réactions qui va créer une réaction avec cette protéine qui est dans le corps du peuple entièrement. Tu spoil la série. C'est vrai, je spoil la série. Bon, on mettra un truc spoiler avant. En tout cas, c'est très intéressant. Tout ça dans un but d'eugénisme et de sélection de races et de, in fine, réduction du nombre de la population, réduction de la population. Réduction de la population. Eugénisme, je suis pas sûre, parce qu'au final, j'ai l'impression que au contraire... Ah oui, non, ils disent non, l'idée c'est tout final, le monde. Non. Ouais. Okay. L'idée, c'est juste de aléatoirement... Et passer de 8 à 1 milliard. Voilà, donc tout ça pour dire peut-être que les gens du World Economic Forum ont ces mêmes intentions-là que de constater que la surpopulation est le problème numéro 1. Moi, je peux avoir tendance à être d'accord avec ça, que c'est sûrement un problème central et qu'ils cherchent des moyens que la redescente se fasse en douceur et ce sont vraiment des bienfaiteurs de l'humanité. I don't know. En tout cas, manifestement, ça ne se traduit pas comme ça dans nos vies. Donc, réponse à ça au quotidien et comment vivre, j'ai mis une écologie pragmatique et positive. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, que tu avais noté un truc, je sais pas? Moi, j'en reviens un peu toujours aux mêmes choses, mais j'ai vraiment l'impression que le plus important, quand on parle de politique, au final, c'est de garder une espèce de souveraineté sur ses idées et sur ses intuitions. En fait, c'est d'une certaine manière, c'est dit bêtement, mais c'est de s'écouter et de considérer que si tu as des inquiétudes ou un sujet qui te fait immédiatement tiquer, il y a peut-être quelque chose. Donc déjà, première chose, renseigne-toi, mais surtout, l'équilibre entre le bien et le mal, je pense quand même que les êtres humains sont capables de le voir. Donc, c'est-à-dire arrêter de considérer que toutes mes actions sont mauvaises si on me dit qu'elles sont mauvaises, mais plutôt de considérer que attends, moi j'ai envie de faire le bien, d'avoir cet élan. Laisse-moi la latitude au moins de choisir un peu. Et d'avoir vraiment cet élan de se dire, moi, ok, là je suis claire avec moi-même, j'ai envie de vivre sainement, j'ai envie de vivre dans une certaine droiture. Donc en fait, oui, je vais pas laisser couler le robinet pendant 1000 ans parce que ça sert à rien, je vais prendre l'eau dont j'ai besoin. Acheter de la viande si c'est vraiment de la viande de mauvaise qualité. On n'a pas évoqué le sujet de la maltraitance animale qui, on le sait, existe. Évidemment que c'est une belle chose que de réfléchir à avoir accès à de la viande de meilleure qualité. Mais et maltraitance animale qui existe d'autant moins que les gens arrivent par exemple à gagner de l'argent. Par exemple, moi, si demain j'arrive à faire vraiment 10 000 euros par mois et d'avoir vraiment 300 000 euros pour avoir un endroit qui est chez moi, être propriétaire, etc., je pourrais avoir de la viande qui est gérée correctement et en fait, je vais bien m'en occuper parce qu'en fait, si j'ai 3 chèvres, 4 moutons, et on en parle souvent, mais voilà, moi, ce serait le kiff ultime, tu vois. T'as des poulets, t'as des bêtes, etc. Tu passes du bon temps avec elles, tu les nourris, tu les chéris, etc. Et ensuite, ok, c'est le cycle de la vie. Potentiellement, ça reste du bétail et tu sais qu'au bout d'un moment, toi, t'as besoin de te nourrir et voilà, et tu leur ôtes la vie. Oui, quelque part, c'est triste. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie et c'est aussi très beau et ça crée de fortes choses chez les êtres humains parce qu'on est quand même, on est fait pour ça, on a connu ça de toute notre existence et aujourd'hui un être humain complètement décorrélé du réel qui vit en ville et qui n'a jamais ressenti un peu le poids des choses, si tu l'emmènes à la campagne et qu'on lui dit regarde maintenant il y a ce mouton, t'as passé 5 ans avec lui, maintenant tu vas le tuer et tu vas le dépecer, etc. Ou on va faire une partie de chasse, ça fait un peu mais on va chasser, on va réguler une population à tel endroit, on va tuer un cerf, 2 cerfs. C'est un exemple très précis que j'avais vécu, mais on va pas abattre tout le monde. Non, on va abattre un cerf de moins de 4 ans, je sais pas quoi, faire ci, ça. Ok, on l'a tué, déjà c'est dur, et ensuite tu vas le dépecer, ensuite tu vas le couper, ensuite tu vas le manger et tout. Et tu vas taper ta meilleure prière en fait au moment de t'occuper de sa dépouille et de le manger en te disant je sais ce qui se passe, tu vois, je suis conscient, c'est très réel. Et c'est très ça te rend très humble, ça te rend beaucoup plus respectueux des choses et tu honores d'autant plus sa vie que tu sais que tu l'as pris parce que tu l'as ressenti au plus profond de toi, tu vois. Ouais. Mais du coup moi si je peux faire une mini conclusion sur ce que je disais et sur là ce que tu viens de dire, c'est vraiment j'ai envie de me dire à moi-même mais aussi de le dire aux gens, c'est soyez souverain de votre vie en tout point. Et comme tu dirais, allez dans l'allégresse, mais dans le sens, poursuivez vos rêves. Créez ce que vous avez envie de créer, entreprenez ce que vous avez envie d'entreprendre.
Et n'ayez pas peur. J'ai encore envie de le dire, mais il ne faut pas avoir peur. Et t'as dit si vous avez envie d'entreprendre, je crois. Non, j'ai dit si vous avez envie d'entreprendre, entreprenez. Ça se dit ? Ok. Je crois que c'est good. Ouais, ok, c'est moi. Voilà quoi. Ouais, carrément. Et puis au pire, tu verras bien. Au pire, voilà. Moi, j'ai acheté ce thermos. J'en ai acheté 500 pour les vendre. Ça vient de Chine. S'il y avait une moindre société qui faisait des thermos en France, avec plaisir pour que ce soit français. Voilà. Pour l'instant, c'est pas possible. Et n'écoutez pas. Ne les écoutez pas, quoi. N'écoutez pas les conneries qu'on raconte sur vous, comme quoi vous êtes des mauvaises personnes. Ça. Tu vois ce que je veux dire plutôt que n'écoutez pas, je dirais ne vous laissez pas noyer. Ce qui est un peu différent. Alors, écoutez, tout est écoutable. Je pense qu'on peut tout écouter, mais même la pire opinion. Ne le croyez pas, tu vois. Ne vous noyez pas là-dedans. Mais c'est différent, tu vois, d'écouter quelque chose, de le comprendre, de l'utiliser comme une matière à réflexion, mais de pas s'y noyer, en fait. Et du coup, de pas, je dirais, garder la tête froide et réfléchissez aux choses de manière rationnelle. D'accord, parce que moi, j'allais dire, justement, justement, je n'écoute pas. En tout cas, je ne le crois pas. Je peux l'entendre. Mais vraiment, c'est le sujet de dire... Tu es une mauvaise personne, tu sais. Je ne te connais pas. Quand j'écoute LCI, ils me connaissent pas, tu vois. Mais je vais comprendre que je suis une mauvaise personne. Non, tu vois, n'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est pour te dire quelque chose de constructif ou quelque chose qui ne va pas par essence dire que tu es, tu vois, que t'es essentialisé comme tu es mauvais. Ok, bien sûr, faut tout entendre et tout. Mais si ça débarque, les gens ne te connaissent pas et te disent tu es mauvais, non, c'est pas possible, tu vois. Parce que référence à l'entièreté de l'épisode, mais rien ne se créera de là en fait. Rien ne se créera de là, et on peut même faire un parallèle chrétien, mais sur l'aspect n'écoute pas en fait le fait que n'écoute pas quand on te dit que tu es fondamentalement mauvais, parce que ça ne te mènera nulle part, mais sache que oui, t'es un pécheur, sache que oui, effectivement, tu vois, il y a du mauvais en tout le monde, etc., mais intègre-le comme une... Voilà, mais par contre, c'est ni un moteur, ni une direction. Tu vois, bon, tu t'es peut-être mieux placé pour parler de ça non, mais que moi. Je sais pas si c'est ça. Dis, j'ai l'impression. Mais voilà. Non, tu pourrais pas le dire mieux, toi ? Enfin, tu sais mieux, mais sur le péché et le fait que je suis une mauvaise personne. Non, mais je dirais juste que vraiment dans le catholicisme, moi, ce qui peut particulièrement me porter et en guillemets me rendre forte et me rendre heureuse, c'est justement ce droit au libre arbitre qui est donné par notre Christ et qui nous donne la possibilité de choisir pour nous-mêmes et de prendre des décisions. Et si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, il y a une promesse de rédemption si tu es dans une certaine vérité avec toi-même, c'est-à-dire si tu es, par exemple, dans la repentance, si tu fais des mauvaises actions, il y a une promesse de rédemption. Mais aussi... Il y a des règles, il y a des valeurs qui te sont offertes qui te permettent en principe de marcher dans la justesse et de marcher dans du bon côté quoi, de la route. Donc voilà, je sais pas si ça explique un peu mieux. Bon, moi je parle de ça, mais je ne suis pas chrétien. Mais il est super bien accompagné, et ça c'est important. Non mais voilà, je pense que c'est intéressant, et n'étant pas chrétien, finalement j'ai quand même le même... discours, enfin sur l'aspect avoir la foi, etc. Si tu veux faire des choses, et d'autant plus si tu veux faire des choses que tu penses être bonnes, n'écoute pas ceux qui te disent que tu es fondamentalement quelqu'un de mauvais. Et sans dire, mon pote, un truc à dire? Allez, ok, merci beaucoup. Ciao, bisous.